remercie infiniment pour cette belle présentation et je vais donner tout de suite la parole au professeur Mohamdi qui, elle, va nous parler donc un petit peu les étiologies des cancers, de certains cancers, les étiologies virales, c'est-à-dire qu'elle va nous détailler un petit peu les virus et cancers. À vous la parole, professeur Mohamdi. Pour avancer, c'est le dernier. Pour revenir. Ça, c'est le micro. Je préfère que c'est moi aussi, je préfère. Honorable assistance, chers collègues, bonjour, mesdames les présidentes de la séance. Je suis très contente de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité et je leur dis que je commence à m'habituer. Hein. Donc, alors, virus et cancer, en fait, moi je vais présenter le point de vue du microbiologiste par rapport donc, aux différents virus qui sont liés à des cancers et le rôle du laboratoire par rapport à la prévention, donc dans le cadre du dépistage par rapport au diagnostic et donc, comme j'ai dit, la prévention. Alors, il va falloir faire une... Que veux-je nous lire ? Voilà. Donc les cancers d'origine infectieuse représentent actuellement 15 à 20% donc des cas dans le monde. Les virus constituent la classe la plus importante de ces agents infectieux et qui sont associés donc au cancer humain, aussi bien en tant que nombre et en tant que en nombre de cancers et en nombre de cas. Et donc les virus sont responsables de 12 à 15% donc des cancers qui sont liés donc aux agents infectieux. La prévalence de l'infection virale, elle est bien sûr beaucoup plus importante que l'incidence de la tumeur associée à cet agent viral. On peut prendre par exemple l'exemple de l'infection à Epstein-Barr virus. L'infection dans la population générale, elle est beaucoup plus importante par rapport aux cancers liés à cet agent qui sont le lymphome de Burkitt et le cancer du nasopharynx. Le développement d'un cancer survient souvent de nombreuses années après l'infection. Ça ne vient pas tout de suite. Si je prends l'exemple des infections à papillomavirus qui sont liées au cancer du col utérin, eh ben, les lésions précancéreuses et le cancer ne surviennent qu'après 15 à 20 ans après l'acquisition de l'infection à HPV. C'est le cas aussi pour l'Epstein-Barr virus et pour d'autres virus qui sont liés au cancer. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est que la période de latence est le reflet de la nécessité d'accumuler des changements génétiques supplémentaires, médiateurs de la progression maligne, donc de la cellule infectée. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour qu'il y ait un développement ou une progression maligne des cellules qui sont infectées donc par les différents virus liés au cancer. Alors, c'est bien d'avoir un petit historique par rapport justement aux différents cancers, aux différents plutôt virus qui ont été associés à des cancers donc dans le temps. Le premier, ce fut donc le sarcome de poulet à partir d'un extrait cellulaire de la tumeur qui a été découvert en 1911 par Roux et donc qui a démontré qu'un agent ultrafiltrable de la famille des rétroviridés était donc capable de provoquer le sarcome de poulet. Et d'ailleurs, il a eu le prix Nobel en 1966. Et en fait, c'était la première preuve de l'étiologie virale dans certains cancers. Le deuxième, donc si je reviens en arrière, bon, ça fait rien. Le deuxième, c'est en 1933, c'est la première description d'un cancer viral chez les mammifères. Et donc, c'était aussi Schopp et Roux qui ont démontré qu'un papillomavirus induit un carcinome à des lapins de laboratoire. La troisième, en 1964, le premier virus oncogène humain et qui a été découvert par Anthony Epstein et Yvonne Barr, et donc qui ont découvert, donc ils n'ont pas découvert le BV, mais ils ont relié le BV donc à un cancer
humain. Ensuite, il y a eu bien sûr d'autres en 1974, l'association entre certains HPV et le cancer du col utérin, et ça c'est le chercheur allemand Harald, moi je le prononce pas bien, Harald Zerhausen, qui a eu le prix Nobel de physiologie en 2008, et donc c'est à partir de là que les études sur le cancer du col utérin ont commencé, parce que il a mis le lien entre HPV et cancer du col utérin. Moi je me rappelle quand je faisais le cours des herpès virus aux étudiants, aux résidents, je leur disais que l'herpès virus 2, c'est ce qui se disait avant, était lié donc au cancer du col utérin. Et par la suite, ça prouve que j'ai enseigné il y a longtemps, et par la suite donc on a mis, c'est plutôt l'HPV, le papillomavirus, qui est lié au cancer du col utérin, et au jour d'aujourd'hui on peut dire qu'il est, il est responsable de 100% des cancers du col utérin. Donc il y a eu en 1980 le premier rétrovirus humain, Human T Lymphotropic Virus, qui a été découvert par Robert Gallo et donc qui est responsable de certains cancers de la peau. En 89, le premier virus qui a été découvert par clonage moléculaire, et c'était donc le virus de l'hépatite C, autrefois appelé hépatite non A, non B, donc c'est quand même assez récent. Ensuite, les deux derniers, en 1994, c'est le HHV8, donc Herpes Human Virus type 8, puisque c'est le 8e virus qui vient après tous les autres virus, et qui est associé à 3 pathologies, dont la maladie de Kaposi, qui est surtout retrouvée chez les personnes immunodéprimées et chez les patients vivant avec le VIH. Le dernier né, donc le dernier qui est lié à un cancer, il a été découvert en 2008, c'est un polyomavirus et qui est responsable du carcinome des cellules, qui est lié au carcinome des cellules de Merkel. Alors, combien de virus sont associés au cancer? Il y en a 7, dont 5 sont des virus à ADN et 2 virus à ARN. Donc, je commence par le virus d'Epstein-Barr virus, qui est aussi connu comme humain herpès virus type 4. C'est un, bon, comme je l'ai dit, c'est un virus à ADN, et il est lié, ou il est responsable de la plupart des lymphomes de Burkitt, les carcinomes du nasopharynx, des maladies lymphoprolifératives chez l'immunodéprimé et certaines maladies de Hodgkin et certains lymphomes non hodgkiniens. Le deuxième virus, c'est le virus de l'hépatite B que nous connaissons tous, donc c'est un hépatonaviridé et qui est lié donc au carcinome hépatocellulaire. Le troisième, celui que je connais beaucoup plus, puisque je suis responsable du laboratoire papillomavirus, c'est le papillomavirus humain à haut risque, parce que comme vous savez, il y a plus de 200 génotypes de papillomavirus, dont 14 sont réellement oncogènes, et donc c'est ceux qui sont à haut risque d'oncogénèse. Et donc les papillomavirus sont responsables, j'ai dit pratiquement à 100% des cancers du col utérin, mais pas que, ils sont également responsables à peu près de 70 à 80% du cancer du pénis, certains cancers anogénitaux, une proportion croissante des cancers de la sphère ORL, et on peut même les retrouver dans des cancers digestifs. Le quatrième virus à ADN, c'est l'herpès virus du sarcome de Kaposi, donc le HHV8, qui est associé au sarcome de Kaposi chez les immunodéprimés et les VIH, lymphome primitif des séreuses et certaines maladies de Castellman multicentrique. Le dernier virus à ADN, c'est le polyomavirus, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, associé au carcinome des cellules de Merkel. C'est un virus qui est extrêmement rare, donc il a été comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était en 2008, et c'est un cancer qui est extrêmement rare et qu'on retrouve chez les personnes âgées et immunodéprimées. Donc il nous reste les 2 virus à ARN qui sont liés au cancer. Nous avons le Human T Lymphotropic Virus, c'est l'HTLV1, parce qu'il y a 2 HTLV, le 1 et le 2, mais c'est le 1 qui est associé au virus et donc qui est au cancer et qui est responsable des leucémies à cellules T de l'adulte. Le virus de l'hépatite C, qui est également, donc c'est un virus à ARN, c'est un flavivirus et il est associé donc au carcinome hépatocellulaire et certains lymphomes. Donc voici la liste des différents virus qui sont associés aux différents cancers.
Alors, il y a quelques caractères communs dans l'oncogénèse virale par rapport à tous ces virus. C'est le fait que les oncovirus sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants pour le développement du cancer. Il y a donc obligatoirement des cofacteurs qui sont requis, tels que l'incidence du cancer, la prévalence du virus dans la population générale, pas que. L'apparition des cancers viraux dans le contexte d'infections persistantes, nous l'avons dit tout à l'heure, obligatoirement, il y a latence, il y a chronicité, ou bien il y a des cycles ou infections abortives. Le système immunitaire qui joue certes un rôle protecteur, peut jouer un rôle délétère par l'augmentation de certains cancers avec l'immunosuppression, mais aussi par l'apparition d'autres cancers dans un contexte d'inflammation chronique. Pour cela, donc, j'ai pris deux exemples. Bon, le premier, vous avez là toute la panoplie des virus qui sont associés donc au cancer, et bien sûr l'oncogénèse virale varie selon les virus et les cancers associés, même si certaines voies métaboliques peuvent être des cibles communes à plusieurs virus, tels que les protéines cellulaires, la protéine C53 qui est anti-oncogène et la protéine du riboblastome qui est également oncogène. D'ailleurs, la P53 et la PRB, ce sont les cibles du gène E6 et E7 des papillomavirus, donc pour l'intégration de l'ADN viral dans l'ADN cellulaire et donc pour qu'il y ait oncogénèse virale. La carcinogénèse humaine est un processus en plusieurs étapes, donc on n'a pas un cancer tout de suite, il faut qu'il y ait plusieurs étapes, plusieurs processus métaboliques. Et les virus peuvent jouer un rôle crucial dans l'initiation du processus tumoral, dont nous l'avons compris. Il n'est pas le seul, mais il joue un rôle important dans l'oncogénèse virale. Le deuxième exemple, le premier, donc, c'était les différents virus avec différents mécanismes. Le deuxième exemple, c'est pour dire que les virus peuvent avoir un rôle oncogénique direct, et donc ce sont des oncogènes viraux. Ils interagissent entre les protéines virales et les protéines cellulaires qui contrôlent l'homéostasie cellulaire. Et ils s'intègrent ensuite, donc il y a l'intégration du génome du virus dans le génome hépatocytaire. C'est le cas donc du virus de l'hépatite B. Le deuxième rôle oncogénique, toujours pour les virus des hépatites, et cette fois-ci c'est le virus de l'hépatite C, qui dans le rôle oncogénique est indirect, et donc c'est une induction d'inflammation chronique. Donc il y a une inflammation et régénération hépatocytaire chronique qui est liée à l'hépatopathie. Donc ça, ce sont donc des exemples simples, juste pour dire que voilà ce qu'il peut y avoir comme mécanisme dans le cadre de l'oncogénèse virale, mais ce n'est certainement pas aussi simple, parce que si on prend chaque virus à part, on va voir tous les gènes qu'il possède et tout ce qui se fait au niveau de la cellule. C'est assez compliqué. Alors, un petit mot, peut-être un grand mot, sur l'épidémiologie. Il faut savoir que l'incidence des cancers dans le monde, elle est de 19 976 499 cancers par an, avec une mortalité de 9 743 832 décès par an. Ça, c'est selon donc l'Agence internationale de la recherche sur le cancer 2024. 2,3 millions de cancers sont liés aux infections, et plus de 60% de ces infections sont associées à des virus. Alors, dans le monde, quels sont les cancers viraux les plus importants? Donc, en premier lieu, c'est le papillomavirus avec 31,1% des cas, suivi par le virus de l'hépatite B ou les cancers dus au virus de l'hépatite B dans 16,4%, et ensuite le virus de l'hépatite C dans 7,4%. Donc HPV, hépatite B, hépatite C. Ce n'est pas le cas en Afrique du Nord, puisque la première place est attribuée aux cancers qui sont liés au virus de l'hépatite C avec 47%, suivi du papillomavirus dans 14,7%, et ensuite, en troisième position, c'est le virus de l'hépatite B, 4,4%. Bien sûr, 18,1% d'autres agents viraux, et nous avons donc les bactéries, ce n'est pas notre objectif aujourd'hui.
Alors, les hépatites virales chroniques et cancers, donc selon l'OMS en 2022, les hépatites virales B, C et D chroniques sont responsables de plus d'1 million de décès par an par cirrhose ou carcinome hépatocellulaire. L'hépatite B à elle seule, elle a 254 millions de personnes en 2022 qui vivaient avec une hépatite B chronique avec une incidence de 1,2 million d'infections par an. C'est la cause la plus fréquente du carcinome hépatocellulaire et c'est la deuxième cause de mortalité liée au cancer dans le monde. Concernant l'hépatite C chronique, 242 000 cas de décès sont consécutifs donc à une cirrhose ou un carcinome hépatocellulaire. Alors, l'Epstein-Barr virus, donc c'est le HHV4, qui fait partie donc de la famille des herpétoviridae. Il est responsable de la survenue de 240 000 à 358 000 cancers par an dans le monde, avec 1,8% de la mortalité mondiale donc, qui est liée à ces cancers. Alors, l'incidence du carcinome nasopharyngé, puisqu'on avait dit tout à l'heure que l'Epstein-Barr virus était responsable de certains cancers tels que le carcinome nasopharyngé et le lymphome de Burkitt. Donc, il varie dans le cadre du carcinome nasopharyngé, il varie selon les zones géographiques. Et donc, selon une étude de Bahriz en 2010 et le RFL en 2024, il y aurait 10 à 30 cas par 100 000 habitants en Asie du Sud, alors que c'est 3 à 7 sur 100 000 habitants au Maghreb et dans les pays du bassin méditerranéen, et inférieur à 1 sur 100 000 habitants dans les pays occidentaux. Donc on voit bien qu'il y a une variabilité par rapport à l'incidence de ce cancer. Oui. Alors, en Algérie, le cancer du nasopharynx, on sait que l'Algérie, c'est un pays d'endémie. On a deux pics, un pic qui survient entre 10 et 24 ans, et le deuxième pic qui survient à 50 ans. Il y a eu pas mal d'études sur le cancer du nasopharynx, et donc en Algérie, et par cette même occasion, donc, je ne rate jamais de faire un hommage à monsieur le professeur Bouguermouh, qui était donc chef de service de la virologie à l'Institut Pasteur, et qui a fait lui-même sa thèse sur l'Epstein-Barr virus, et qui a dirigé pas mal de travaux, aussi bien sur le nasopharynx que sur l'Epstein-Barr virus en général. Alors, une étude qui a été publiée par l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer en Algérie et qui s'appuie sur les données 93-97, je suis d'accord avec vous, c'est ancien, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui sont récentes sur le cancer du nasopharynx. Et donc, ces données ont été prises des registres des cancers d'Alger, de Batna, de Constantine, d'Oran et de Sétif. Et elle a montré que l'incidence du cancer du nasopharynx donc, est modérément élevée. Elle est de 3,9 à 7,6 pour 105 hommes et de 1,8 à 3,3 pour 105 femmes. Le lymphome de Burkitt, 46,5% des lymphomes de l'enfant, et ça provient surtout donc chez les enfants qui sont après une post-transplantation. C'est de la gymnastique. Alors, concernant les papillomavirus, je crois qu'il y a une avant. Maintenant. Non, c'est pas voir, c'est faire passer les... Non, ça, c'est pas un problème. C'est faire passer la diapo. Il y a une avant. Ah, ok, merci. Alors, l'incidence et la mortalité du cancer du col utérin dans le monde, selon le Globocan 2020. Donc, le cancer du col utérin est à la 4e position. C'est le 4e cancer féminin, avec environ 662 301 nouveaux cas dans le monde. C'est la 4e cause de décès également par cancer. Il représente le 4e cancer le plus diagnostiqué, le plus fréquemment diagnostiqué par rapport aux autres cancers. Donc, à gauche, c'est l'incidence et à droite, c'est la mortalité. On voit que dans les deux cas, dans le monde, il prend la 4e place. En Algérie,
le cancer du col avait pris la deuxième place et la troisième place jusqu'en 2016. À partir de 2016, il occupe la quatrième place après le sein, le colorectum, la thyroïde et donc après le cancer du col utérin. Et en matière, ça c'est en matière d'incidence. En matière de mortalité, c'est aussi le quatrième cancer, donc chez la femme, en 2020, mais en 2022, il occupe la troisième place en matière de mortalité. Donc on voit bien que on n'a pas encore réglé le problème de l'incidence et surtout de la mortalité du cancer du col utérin. Alors, les papillomavirus ne sont pas responsables uniquement donc, des cancers qui sont liés à l'appareil génital, mais aussi il y a le carcinome épidermoïde oropharyngé, donc chez les patients qui sont HPV positifs. Et en 2020, 33% des cas à l'échelle mondiale étaient attribués au papillomavirus. La prévalence, elle varie considérablement selon la zone géographique. On peut aller de 0% dans le sud de l'Inde à 85% au Liban. Pourquoi? Ne me posez pas la question, je ne le sais pas. Et donc, je voulais rappeler qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait 14 génotypes à haut risque et dont 85% sont liés à l'HPV 16 dans le cas des carcinomes épidermoïdes oropharyngés. Je ne l'ai pas dit pour le cancer du col utérin. Le 16, il est responsable avec le 18 de 70% des cas et les autres génotypes donc, se partagent les 30% restants. Le HHV8, donc, qui est responsable du sarcome de Kaposi, je parle surtout du sarcome de Kaposi, la prévalence, elle est très faible, elle est de 0,07%, vous allez comprendre pourquoi. L'incidence, elle est de 0,10% et la mortalité est de 0,08% dans la population générale. Donc, la séroprévalence, elle est faible, inférieure à 5%. Et elle est surtout élevée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. C'est pour ça, donc chez les homosexuels, c'est pour ça que la prévalence dans la population générale, elle est faible puisque la transmission est surtout sexuelle. Les facteurs de risque de l'infection HHV8 et du développement du sarcome de Kaposi, c'est le nombre d'années d'activité sexuelle, bien sûr, plus l'activité sexuelle est précoce, plus l'acquisition de ce virus se fait précocement, le nombre de partenaires, donc la multiplicité des partenaires, les infections sexuellement transmissibles associées ou qui se trouvent concomitamment avec l'infection HV8, la séropositivité VIH, puisque je l'ai dit tout à l'heure, le sarcome de Kaposi est retrouvé chez les immunodéprimés et aussi chez les patients donc, qui vivent avec le VIH et la pratique des rapports oraux-anaux, puisqu'ils se retrouvent dans la salive et donc il y a une grande proportion de transmission salivaire. Alors, quel est l'apport du laboratoire? Donc ça, c'était les différents virus avec leurs caractéristiques et les différents, donc l'épidémiologie et les pathologies associées. Quel est l'apport du laboratoire de virologie par rapport donc à ces virus ou à ces cancers qui sont dus au virus? Il joue un rôle dans, vous allez voir que ce n'est pas extraordinaire, mais quand même pour certaines pathologies, si. Il joue un rôle dans la prévention de certains cancers, et ceci par le dépistage. Je donne comme exemple le dépistage des papillomavirus à haut risque. C'est vraiment le premier exemple en matière de dépistage et on peut prévenir le cancer du col utérin par le dépistage des hépatites virales chroniques, donc bien suivies, etc. Le diagnostic des cancers tels que l'hépatite B aussi, l'Epstein-Barr virus et le HHV8. Et bien sûr, le suivi virologique des cancers, ou quand c'est avéré, donc il y a certains examens qu'on peut faire.
Alors, si je commence par les hépatites virales, quelles sont les personnes ou quelle est la population cible qu'il faut dépister justement pour rechercher aussi bien l'hépatite B que l'hépatite C? C'est les originaires de zones de forte endémie, les personnes ayant consommé des substances psychoactives, les personnes qui vivent avec le VIH, ou par exemple pour l'hépatite B, ceux qui sont atteints d'hépatite C, les détenus, ceux qui vivent en situation de précarité, les antécédents de transfusion, pratiques sexuelles traumatiques, etc., tatouage ou piercing, tout ça, c'est des personnes. Donc, il y a certaines populations différentes par rapport donc, à l'hépatite B ou l'hépatite C, mais ce sont des populations cibles chez lesquelles il faudrait faire un dépistage pour justement dépister l'infection par l'hépatite B ou par le virus de l'hépatite B ou par le virus de l'hépatite C. Concernant l'hépatite B chronique, donc vous connaissez tous comment se fait le diagnostic. Donc il y a différents marqueurs sérologiques qu'il faut rechercher quand l'antigène HBs est positif. Et en fonction donc de la positivité des différents marqueurs sérologiques de l'antigène HBs et de la charge virale, donc il y a différentes situations pour passer donc d'une infection aiguë à surtout l'infection chronique, l'hépatite chronique, etc. Donc, le laboratoire joue un rôle important dans le dépistage et le diagnostic de l'hépatite B. Concernant l'hépatite C chronique, vous savez qu'on recherche les anticorps anti-HCV et ensuite donc l'ARN viral, mais une charge virale ARN du VHC qui est élevée n'est pas pronostic du risque d'évolution vers la cirrhose ou le cancer primitif du foie. C'est-à-dire que quand on a des charges virales qui sont élevées, bon, maintenant il y a le traitement, c'est très bien puisque l'hépatite B c'est une infection qui est curative, mais si ça passe à la chronicité, s'il y a des charges virales qui sont élevées, on ne peut pas dire que ce patient va obligatoirement développer un cancer du foie. Le dépistage des HPV, donc j'ai dit que c'est vraiment l'exemple type dans le cadre de la prévention du cancer du col utérin, parce qu'il est très important donc de faire le test HPV ou de rechercher l'ADN viral pour les papillomavirus. Depuis les années 90, quand l'OMS a stipulé que le dépistage du cancer du col utérin était primordial et qu'il se faisait par le frottis cervico-utérin, avec le développement des techniques de biologie moléculaire, le test HPV aujourd'hui en 2024, il s'impose. Et je vous dirais que je fais pas mal de communication concernant les papillomavirus, en présence, par exemple, des membres du ministère, etc. On ne parle que du FCU, alors que c'est connu qu'à partir de 30 ans, le FCU, on le fait avant 30 ans. Chez la femme, donc pour le dépistage du cancer du col, chez la femme. Pourquoi le FCU et pas le test HPV? Parce que tout simplement, en début d'activité sexuelle, et bon, tout dépend donc des pays. Bon, si je parle de l'Algérie, l'activité sexuelle ne commence pas très précocement par rapport aux pays occidentaux. Donc, avant l'âge de 30 ans, après les premiers rapports sexuels, l'infection HPV, elle est très, très fréquente. Donc, si on fait un test HPV, il est positif. Il peut être positif à un génotype, à 2, à 3 ou peut-être 4 génotypes. Ça ne sert strictement à rien puisqu'il va y avoir une clearance virale qui va faire que cet HPV va disparaître. Par contre, à partir de l'âge de 30 ans, ça s'impose. Il faut commencer par un test. Ce sont les recommandations internationales. On commence par le test HPV pour rechercher donc l'ADN viral. S'il est positif, obligatoirement, on fait le FCU, le frottis cervico-utérin. Et en fonction des résultats, on va passer ou pas à la colposcopie. Donc ça fait un dépistage quand même correct et en même temps, on n'utilise pas la colposcopie à tort et à travers, comme c'est le cas quand on fait le FCU. Alors, le dépistage des HPV chez la femme pour la prévention du cancer du col utérin se fait en dépistage primaire chez les femmes de plus de 30 ans, moi au laboratoire à l'Institut Pasteur.
le dépistage primaire, c'est timide. C'est surtout les femmes qui sont vraiment conscientes, qui veulent savoir si elles ont l'HPV ou pas. Et c'est pas le pourcentage élevé dans le cadre du dépistage. Par contre, bien sûr, il est indiqué dans le triage des ASCUS, c'est l'approche préférentielle de prise en charge de l'infection HPV, les infections par un HPV au risque persistant, parce qu'en fait, c'est la persistance de l'infection HPV qui va faire évoluer l'infection à des lésions précancéreuses et au cancer. Donc quand on retrouve un génotype ou 2 ou 3, ça m'arrive de trouver 3, 4 génotypes, il ne faut jamais alarmer la femme. Il ne faut pas lui dire voilà, vous allez faire un traitement. Pas du tout. C'est les contrôles qu'il faut faire, les autres examens qu'elle doit faire, et c'est la persistance du même génotype qui est pas alarmant, mais qui, donc on dit au médecin, patiente à contrôler, et il faudrait qu'elle soit revue régulièrement, 6 mois, 1 an, pour ensuite pour voir l'évolution et voir s'il y a une persistance et prendre les mesures nécessaires pour la prise en charge de la patiente. Et j'avais dit tout à l'heure qu'il faut quand même 15 à 20 ans pour que le cancer, les lésions précancéreuses et le cancer du col utérin, vous n'êtes pas équitable, hein, pour que le cancer du col utérin donc évolue. Le suivi des CNA, les discordances cytologiques, colposcopie, histologie, le suivi post-thérapeutique, les suivis post-conisation, le dépistage chez les femmes vaccinées et les patients vivant avec le VIH. Et dans le cadre donc de l'HPV, la stratégie globale de l'OMS dit que 70% des femmes doivent être dépistées à l'âge de 35 ans et à l'âge de 45 ans, pour ne pas parler des 90% concernant la vaccination chez la fille et la prise en charge des lésions précancéreuses et du cancer du col utérin. Next. Pour le BV, c'est un problème pour le biologiste médical parce que les marqueurs sérologiques, moléculaires et immunologiques, est-ce qu'ils sont réellement utiles pour le diagnostic ou le suivi des cancers? En 2023, les 2 principales indications cliniques des marqueurs viraux dans les cancers associés à l'EBV concernent les syndromes lymphoprolifératifs post-transplantation pour lesquels il faut rechercher les IgG anti-VCA et EBNA pour les donneurs-receveurs et surtout pour le suivi donneur positif, receveur négatif. Et pour le cancer du nasopharynx, c'est la charge virale sanguine et les IgA, anti-VCA, anti-EA et anti-EBNA, parce que là, les taux élevés donc, vont informer sur le carcinome du nasopharynx, pour lequel donc, il faut terminer le diagnostic et le suivi. Next, s'il vous plaît. La maladie de Kaposi, le diagnostic se fait par la recherche de l'ADN viral, le suivi virologique par la charge virale plasmatique est corrélé à l'aggravation donc de ce cancer. Je termine par 2 plaques. La première, c'est que il y a certains cancers liés au virus qui peuvent être prévenus par des vaccins, et donc c'est vraiment un truc très important pour diminuer la charge et le fardeau mondial attribué au cancer. C'est le virus de l'hépatite B. Donc la protection ou la prévention contre le carcinome hépatique et les papillomas virus. Par contre, malheureusement, pour les autres virus, il n'y a pas de vaccin développé à ce jour. Next, please. Alors, en conclusion, les virus constituent des causes majeures de cancer dont la distribution est souvent différente selon les régions du monde. Certains d'entre eux, tels que le VHB, le VHC et l'HPV, viennent alourdir le fardeau mondial des cancers en général, d'autant plus que ce sont les plus fréquents. Donc, il y a nécessité d'un système de surveillance adéquat, un dépistage et ou un diagnostic précoce quand c'est possible, et donc une prise en charge adaptée et efficace. Et la prévention contribuerait certainement à diminuer l'incidence et la mortalité des cancers en général et de certains cancers viraux en particulier. Thank you.